Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zencast. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, un peu à la mode peut-être, qui est l'approche produit. On adhère ou on n'adhère pas. Il y a pas mal d'entreprises qui ont passé le pas aujourd'hui. D'autres sont encore en réflexion ou testent des choses. Donc aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à tout ça, essayer de voir quel impact ça peut avoir également sur les équipes. Et pour ce faire, j'ai pour invité Claire. Je te laisse te présenter. Enchantée, Claire Van Voort, je fais du produit depuis une dizaine d'années, dont 2 ans en freelance en tant que Chief Product Officer. Donc globalement, je m'occupe de stratégie produit, organisation produit, notamment dans des cadres de transformation vers des équipes produits. Merci Claire. Nous avons également Estelle. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Estelle Landry, je travaille chez PIX, un groupement d'intérêt public dans la certification et le développement des compétences numériques. Je suis au départ développeuse, mais depuis une dizaine d'années également product manager. Merci Estelle. Et nous avons également Stéphane. Bonjour à tout le monde. Alors Stéphane Méo, je suis consultant Zenica et je suis consultant chez Pix aussi, dans le poste de lead dev pour l'équipe certification. Et voilà, en termes de parcours, j'ai 10 ans de parcours tech, purement tech derrière moi. Voilà. Merci Stéphane. Pour commencer, je vais vous poser une question assez simple. Pour vous, c'est quoi l'approche produit? Qu'est-ce que ça veut dire? Côté plutôt produit. Qu'est-ce que vous en dites, Estelle? Approche produit. Souvent, on met en opposition à l'approche produit l'approche projet. Avant de définir pourquoi approche produit, qu'est-ce qui nous plaît, je pense que ce serait bien de revenir sur l'opposition des deux. Pour moi, un projet, c'est une date de fin, alors qu'un produit, c'est une vision qui évolue. Quand on parle projet, on parle ressources, on parle deadline, on parle planning, et on oublie, à mon sens, ce qui fait la réussite de l'approche produit, c'est l'expérience. La culture de l'expérience utilisateur, de la valeur ajoutée utilisateur. Et pour moi, je pense qu'en effet, l'approche produit, pour répondre à ta question, ça reste une évidence maintenant parce qu'on se base sur l'expérience et non plus sur des projets, du cycle en V, mais on y reviendra, je pense, par la suite. Tout à fait. Merci Estelle. Claire, ton point de vue sur la question? Oui, je suis assez alignée. Ce que j'allais dire, peut-être en complément, c'est aussi toute cette notion utilisateur et commercial. Et donc, plus on va être sur une approche produit, plus normalement on va parler d'impact, que ce soit impact sur du chiffre d'affaires, impact sur de la rétention, ce genre de choses. Et donc, le succès d'une livraison, ça va être, bon, certes, elle a toujours la deadline, mais aussi est-ce qu'elle va avoir de l'impact ou pas. Et donc, une équipe qui pourrait être jugée très performante parce qu'elle va tenir ses deadlines et ses budgets, dans une approche où on rajoute la surcouche produit, s'il n'y a pas cette notion d'impact, on va considérer qu'il y a un problème dans l'équipe puisque ce qu'elle livre n'est pas la bonne chose. Et donc, on va remettre en cause les cadrages même du projet. Merci Claire. Stéphane, une question pour toi. Quand est-ce que toi, en tant que tech, tu as entendu parler pour la première fois de ce type d'approche et quel impact, en fait, tu as ressenti dans les équipes? Alors ça remonte à assez longtemps. À l'époque, je fonctionnais encore en mode projet. Alors pour le coup, j'ai commencé d'ailleurs dans du mode projet très dur, entreprise 440, cycle en V, voilà, tout ce qu'on connaît bien. Et ça a commencé avec un client, Orange en l'occurrence, quand même plutôt un grand groupe, qui a commencé à dire, pour que les techs puissent être capables de bien implémenter les expériences utilisateurs, vous savez quoi, on va les faire venir. On va les faire venir avec le métier, on va les faire venir avec les gens du design, on va les mettre ensemble dans une salle. Et le but, c'est au lieu de faire toutes ces grandes étapes avec les grandes semaines de tests, etc., là, on va les amener très très tôt et on va réfléchir avec eux. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, tiens, là, je pense produit et non pas quel est le ticket que je suis en train de faire et quelles sont les lignes que quelqu'un a écrit pour moi de ce que je devais faire et pourquoi aussi je le fais. Là, on me demandait, tiens, tu fais quelque chose et voici vers quoi on veut tendre. Et ça remonte quand même à quelques années. Mais à l'époque, on ne parlait pas du tout encore d'approche produit, qui est pour moi une avancée, une étape au-dessus, en tout cas. Voilà.
Merci. Alors effectivement, c'est très intéressant tout ça et on peut se poser la question de, finalement, quel enjeu? Pourquoi on veut changer, en fait, finalement? Claire? Oui, je pense, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, sur effectivement, c'est assez récent l'approche produit. Moi, je l'ai découvert peut-être en 2015 aux États-Unis et en France, en 2015, il y avait peut-être 500 product managers. Ce qui a fait bouger beaucoup d'entreprises, en tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des startups qui l'ont adopté en premier, c'était une notion de rapidité d'exécution. C'est souvent, ça a été couplé avec le mode agile et de se dire, on va essayer de sortir des MVP plus rapidement, on va essayer de sortir des choses en 2 semaines, en 3 semaines, de mesurer si on a de l'impact et d'ajuster. Et donc, cette notion d'ajustement, elle a pris très vite dans les startups et maintenant est de plus en plus adaptée même dans les grands groupes pour se dire, effectivement, même si je connais bien mon marché, même si ça fait longtemps que j'existe et que je suis établie, qu'est-ce qui fonctionne moins et comment je vais rajouter de la flexibilité. Et souvent, c'est ça qui est mis en avant au tout début sur le passage en produit. OK. Tu veux compléter, Estelle? Oui, je voudrais, rajouter que moi aussi quand j'ai démarré il y a une dizaine d'années, sur cette approche, projet, j'ai eu des expériences où de mon côté, on démarrait cette approche, on faisait le cahier des charges, on était, en train de faire des millions de documents pour démarrer, des diagrammes dans tous les sens, des lettres, il y avait énormément d'écrits, bien sûr sans aller voir l'utilisateur, mais ce qui moi m'avait le plus frustrée à ce moment-là, c'est le fait de finir un projet mais de n'avoir rien à livrer parce qu'on était finalement qu'au milieu des développements et qu'on n'avait pas pensé notre outil pour être déployé à la fin, enfin déployé au milieu. Il fallait qu'on termine. Et j'ai ce souvenir d'avoir fait un ERP interne et où on m'avait dit Estelle, vous avez 1 an et au bout d'une année on n'avait rien. Et donc du coup ils ont dit bon finalement on a gâché 1 an parce que finalement au bout d'1 an on va pas continuer, ça va trop lentement, on ne sait pas où on va. Et moi j'avais cette frustration là quand j'étais à l'époque jeune MOA, de me dire mais mince, on a gaspillé du temps, gaspillé de l'énergie et on est passé à côté d'un projet qui aurait pu être incroyable. Et donc c'est là où moi je me suis dit que la partie projet, ça valait pas le coup. En tout cas, pas pour les contextes où j'étais. Et j'ai trouvé une étude qui est assez ancienne, de 2005-2010, je crois, qui s'appelle le Chaos Report, par le groupe Standish, qui disait qu'un projet sur 3, dans le cadre des projets, de la culture projet, était abandonné. C'est-à-dire que c'est énorme. Il y avait 1/3 des projets à l'époque, alors 2005-2010, ça date, mais qui étaient complètement abandonnés en plein milieu de son développement. Alors que bien sûr, avec les méthodes agiles, la courbe a changé. D'ailleurs, si vous avez envie de voir dans l'étude, on en parle. Et ça, je trouve que pour moi, c'est ce côté de l'approche projet qui m'a fait un gros tilt et une grosse remise en question de ce que j'avais appris en école, en me disant mais qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer les choses? Oui, effectivement, puis il y a toute cette notion de valeur, apportée et cetera, effectivement. Tu veux compléter, Stéphane? Pardon, faut pas que j'oublie de prendre le micro. Oui, c'est vrai que moi j'ai déjà vécu ce type de situation où pourtant avec des méthodes agiles, hein, et dans des pays anglo-saxons en l'occurrence, j'ai déjà effectivement vécu je développe pendant plusieurs mois des besoins. Je fais même des démonstrations à des gens qui étaient donc censés être les gens qui apportaient le besoin. Et à la fin, au bout des 3 mois, le produit fini, déployable, d'une quand même plutôt bonne qualité, être refusé par les clients finaux, en l'occurrence, c'était dans une société d'assurance, et qui disaient bah non, mais en fait, ça répond pas à notre besoin. Alors que pourtant, en démonstration, oui, c'était ça, oui, ça respecte les workflows, etc. Là, c'est vrai que j'ai vécu comme toi des moments où tu fais, mais pour le coup, tout était cadré, et en plus, on se voyait pour le coup toutes les 2 semaines. Mais en fait, on voyait pas aussi forcément les bonnes personnes, et c'est ça pour moi que j'aimerais compléter dans l'approche produit, c'est être capable aussi de créer les synergies avec les bonnes personnes. C'est-à-dire aussi que le produit soit construit, co-construit avec les personnes concernées et les personnes à qui finalement on va, comme je crois que c'est toi qui as dit le mot valeur, on va délivrer la valeur, quoi. Voilà. OK, effectivement, il y a toute cette notion de délivrer de la valeur et
on remarque que ça a eu un impact finalement sur la manière de travailler dans les équipes. Et justement, Estelle, qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution de des équipes aujourd'hui par rapport à ce type d'approche? Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'on a rendu de l'autonomie aux équipes créatrices. En tout cas, aux équipes de produits, développement, design. On leur a donné, du coup, par cette approche-là, la possibilité de réfléchir. Réfléchir aux besoins, réfléchir à plusieurs solutions, au lieu d'avoir initialement dans une approche projet, dès le début, on savait exactement là où on voulait aller, avec quel chemin. Et ça, je pense que c'est ce qui, moi, m'a le plus conquis au tout début dans les équipes, c'est ce côté autonomie sur lequel on avait droit à accéder à l'utilisateur, à prioriser certaines pistes, à découper des fonctionnalités, à livrer certaines parties et pas d'autres. Pour moi, ça serait ça un petit peu le changement interne aux équipes le plus flagrant. Ok. Et j'allais dire, peut-être, je te rejoins sur cette partie autonomie de l'équipe, équipe qui prend son autonomie, mais je vois aussi le défaut que ça commence à mettre dans certaines organisations, qui est quand on va commencer à avoir des équipes qui ont une autonomie non corrélée avec le niveau stratégique qu'on leur a donné, par exemple. Et donc, théoriquement, elles se disent, OK, super, on peut discuter ensemble, je peux voir des utilisateurs, mais j'ai la main sur beaucoup de choses. Et en fait, la direction n'est pas spécialement claire, ou en tout cas, elle ne m'a pas été communiquée. Et donc, je trouve que ça se sent beaucoup plus en mode produit, justement, qu'en mode projet. Cette notion de comment je communique ma stratégie, comment je définis et je communique ma stratégie d'en haut vers en bas, comment j'explique pourquoi j'aurais fait tel choix dans un projet, et donc comment j'oriente le produit, là où le projet forçait à un cadre tellement strict que certes, il y avait des erreurs de temps en autre dans les choix qui étaient faits, mais au moins la déclinaison était évidente. Là, on gagne de l'autonomie avec le risque parfois de perdre en visibilité, en tout cas d'avoir cette sensation d'être moins soutenu par la direction, surtout si la direction ne voulait pas passer en mode produit ou si la direction continue à penser en deadline. Bah, ça, alors, en plus, je vais forcément me mettre avec un prisme tech, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que la question quand même du podcast, c'est l'approche produit, est-ce qu'on y adhère ou pas? Et forcément, j'ai réfléchi à la question avant, je me suis dit, oui, y adhérer, c'est une chose, mais et pour l'avoir vécu dans deux sociétés différentes avec une vraie approche produit, donc Pix, du coup, en tant que consultant chez Pix, je considère qu'il y a une approche produit, mais je te laisserai rebondir là-dessus, et je l'ai vécu dans ma précédente expérience aussi. C'est pas tout d'y adhérer, parce que l'approche produit est un mindset. C'est là où je te rejoins complètement. La grosse différence dans l'approche produit, c'est est-ce que le cadre organisationnel de l'entreprise, et pour moi, j'en vois à 3 niveaux pour le coup, elle adhère aussi à cette approche produit, elle est capable aussi de mettre en place les moyens nécessaires au niveau de l'organisation pour ça. Et ça passe notamment par un truc qui est très bien fait chez Pix, notamment, qui est, et que je n'ai pas eu par exemple dans ma précédente expérience, qui est vraiment savoir c'est quoi les objectifs stratégiques, qu'importe s'ils sont revus très régulièrement, ce qui est le cas chez Pix aussi d'ailleurs. C'est pas un problème que ça soit même revu très très régulièrement et redit très régulièrement, mais si on n'a pas en fait, on ne peut pas apporter de valeur si on n'a pas la connaissance de la valeur que l'entreprise, les cadres stratégiques souhaitent qu'on délivre. Et ça, pour le coup, c'est le pivot même de l'approche produit pour moi. En tout cas, selon mon avis, bien sûr. Merci. Selon vous, est-ce qu'il y a des effets positifs et des effets négatifs sur l'organisation, sur l'équipe de la mise en place d'une approche produit ou un changement de mindset finalement dans la manière de créer des produits? Tu veux commencer, Estelle? Ou Ouais. peut-être Claire, vu que ton premier point était, la parole que tu as dit était clairement sur ça, peut-être que tu as envie de compléter? Oui, j'allais dire, dans les avantages que je vois, ça va être tout ce qui est, donc on en a parlé, focus stratégique. OK, je commence à dire, voilà mon objectif et je vais dans cette direction plutôt qu'avoir une vingtaine de projets un peu éparpillés en mettant des petits cailloux et en espérant qu'il y en a un qui prenne. On a parlé de flexibilité, se dire, voilà, je vais être plus réactif face à mon marché et j'ai des équipes plus autonomes. Donc, globalement, on a pas mal parlé des avantages. Et effectivement, dans les risques, pour moi, il va y avoir cette distinction qui peut se créer entre le produit et le reste de l'entreprise si on n'a pas bien clarifié la stratégie. Et du coup, par exemple, on va avoir des équipes produits
Je pense un exemple frappant, c'est toutes les boîtes où les équipes produits se disent qu'elles vont faire ce qu'on appelle du product-led growth. Donc, c'est le produit qui va gérer l'acquisition, là où en fait l'entreprise va être sur du entreprise grand compte avec des équipes commerciales. Et donc, on se retrouve avec 2 cultures et même 2 objectifs et 2 stratégies différentes dans les différentes équipes. Il y a de temps en temps, en limite, sur tout ce qui est besoin de certaines équipes qui ont besoin de rester en projet, tout ce qui va être intégration client notamment. Je sais que j'accompagne des clients sur lesquels, quand on va faire de l'intégration de données de grands comptes, en fait, on est en mode projet deadline et je relance la personne et on est en mode Kanban. On n'est pas du tout sur une construction d'un produit pour tous. Et je pense que c'est pas toujours évident quand il y a les équipes produits qui doivent prendre cette casquette-là. Et peut-être le dernier gros que je m'étais noté, c'est le côté dogmatique que peut avoir le product management on appelait ça à un moment l'effet Marty Kagan ou le product by the book, où on se dit, bah, ok, je regarde comment ça se passe aux États-Unis. Je vais faire du produit comme c'est marqué. Donc, je vais tout sauter. Je commence à faire sauter les deadlines. Je fais sauter les estimations. Je vais bosser avec de l'impact. Et en fait, ça demande énormément de confiance de la part de l'organisation parce qu'on est en train de créer de l'instabilité. On est en train de dire, on passe d'un mode hyper rigide et cadré à un mode où, globalement, faites-nous confiance, on ne va pas fonctionner pareil. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'on ralentit, mais en fait, on aura plus d'impact. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, cette transfo et ce passage de l'un à l'autre dont on ne parle pas tant que ça, et pourtant qui fait peur dans les boîtes au moment où on leur dit, en fait, on change de mode. En effet, transfo, qui dit transfo dit aussi temps, prix pour la transformation, qui dit aussi argent. L'un des risques que certains chefs d'entreprise ou directeurs produits ou développement peuvent voir, c'est ce côté où il va falloir passer du temps en formation, il va falloir passer du temps à aller voir également les autres pôles qui ne font pas forcément du développement, à transmettre les bonnes pratiques. On parle de culture, donc qui dit culture, c'est pas que des process, c'est un mindset. Parce que souvent, on dit oui, je fais de l'agilité, donc je fais une approche produit. Non. Oui, je fais de l'UX, j'ai des designers, donc je fais une approche produit. Non. Encore une fois, moi, j'ai déjà vu des projets en mode cycle en V avec des UX et découpés, entre guillemets, sur des sprints de 2 semaines. Donc, je pense que aussi, il ne faut pas se fourvoyer quand on parle d'approche produit. C'est une culture différente. Et pour avoir parlé également à quelques personnes qui avaient des entreprises qui ont plus d'une vingtaine d'années dans l'édition de logiciels, en effet, le terme qui revient souvent, c'est « mais combien ça va me coûter ?» en termes d'argent et de temps. Et je pense que ça aussi, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui sont encore dans une culture projet, je pense qu'il faut voir ça pas comme une montagne, mais comme un petit chemin avec des petits monts, allez, disons des petits monts, à gravir petit à petit, où on va commencer peut-être à mettre un peu d'expérience utilisateur, où on va faire convenir les managers des autres équipes à des interviews, à des panels utilisateurs pour voir réellement sur le terrain comment ça se passe. On va commencer à mettre des métriques aussi pour faire un peu de test and learn et voir qu'est-ce qu'on a à chaque itération, qu'est-ce qu'on a appris ou pas. Et je pense que ça aussi, c'est lié à décomplexer certaines entreprises, à se lancer, à se dire, OK, c'est pas un tout l'approche produit, ça peut être des petits bouts par petits bouts pour un peu avoir moins peur finalement de ce coût, de ces risques, de ces peurs qu'on peut avoir. J'adore ce que j'entends. Appliquer l'approche produit à la transfo. J'adore aussi. Et justement, dans les équipes, on remarque souvent, en tout cas moi aussi, les clients que je peux accompagner, c'est bon, on va former les PO, on va former les Scrum, etc. Mais que pensez-vous justement de l'acculturation et de la formation des équipes purement tech sur cette approche-là? Je te pose la question à toi, Stéphane, en premier. C'est pour toi. Euh, J'ai un avis que j'ai déjà partagé un peu à Estelle, donc j'hésite même à le formuler de la même façon, mais je vais le faire. Au niveau tech, parce que là, on portait de parler de former au niveau produit, au niveau métier. Moi, je considère aujourd'hui que c'est les techs qui auraient besoin de la formation à ce niveau-là aujourd'hui. Pour une raison que j'ai essayé de formuler simplement tout à l'heure, c'est aujourd'hui, les techs, on est devenus
on est expert de la réalisation et du déploiement. On est très très fort. On a des bouquins type Accelerate qui ont des dizaines d'années de recherche. On a les méthodes agiles qu'on a assénées côté produit pendant des années en disant suivez-nous dans ce mouvement-là. On a été les premiers généralement à prendre le management 3.0 en se disant c'est des pratiques qu'on aime bien. Et j'ai envie de dire aujourd'hui tout ça, ça nous met en retard parce que les autres corps de métier ont évolué beaucoup. La capacité à faire des MVP, c'est intégré. Je le vois au métier de Pix, ils savent très bien ce que ça veut dire, ils savent très bien l'exécuter. Tout ce qui est design thinking aussi, côté produit. J'ai envie de dire, à Pix, j'ai appris encore plus sur le design thinking que ce que j'avais lu moi dans mon côté. C'est-à-dire, j'ai vu les gens faire, j'ai fait, c'est super. Et au niveau tech, je trouve qu'aujourd'hui, je n'ai pas de dire qu'on se repose sur nos lauriers, mais je pense qu'on a justement une marche à produire, aussi un peu liée à notre culture ancienne, mais l'adhésion, elle n'est pas encore là tout à fait, même si on a envie d'y aller. Il y a encore beaucoup de changements à faire au niveau mindset là-dessus. Et en fait, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on doit presque rattraper nos retards pour être capable de bien fonctionner dans l'approche produit. Et on a des outils, mais voilà, aujourd'hui, on a encore beaucoup à faire pour y adhérer. Et il y a effectivement une marche à franchir, mais est-ce que tu remarques de la résistance de certains à changer, à passer à une manière différente de travailler? Alors, bizarrement, non, pas de résistance. Parce que de la résistance, ça veut dire des gens qui ne veulent pas faire. Déjà, ne serait-ce que dans le contexte Pix, on est plutôt des gens qui, en tout cas, au côté texte, il y a beaucoup de challenges, de remises en question, etc. Donc, il n'y a pas une problématique de résistance. Si je veux vraiment formuler la notion de résistance qu'il y a, c'est et j'ai quand même, j'ai cette formation, hein, j'ai fait voilà, le parcours ingénieur classique spécialité informatique, donc le cadre, hein, tous les process, projets, tout ça. J'ai dit que j'étais purement texte, j'ai menti. Hein. À un moment, je voulais m'intéresser à mon client. La seule porte que j'ai trouvée pour pouvoir parler à mes clients, c'est de faire 2 ans de chefferie de projet. Et j'en suis sorti parce que c'est pas du tout le mode que je voulais. C'est pas comme ça que je voulais travailler avec mes clients, la chefferie de projet. Mais à un moment, j'ai dû aller là-bas pour dire je veux voir les gens en face, les clients qui me présentent les besoins. Et en fait, ma problématique aujourd'hui, je trouve en général côté tech, c'est on a été formé, on est généralement dans une formation très scientifique. C'est un métier en plus qui est encore aujourd'hui malheureusement relativement masculin, avec certains biais qui sont connus. Et en plus de ça, l'ingénieur informatique, c'est un scientifique de terrain. C'est-à-dire qu'on va souvent lui demander c'est quoi la solution. Trouve la solution à mon problème. Et dans l'approche produit, la solution, c'est pas une entité, en particulier pas que l'entité opérationnelle qui va trouver la solution, c'est forcément co-construit. Et à un moment, ça demande à shifter de mindset, c'est à se dire, c'est pas moi qui vais donner une solution, c'est pas moi qui vais répondre à un problème, je ne sais pas. C'est en fait, je vais devoir poser des questions, je vais devoir redemander le besoin, je vais devoir dire pendant que je code. On le fait honnêtement dans l'équipe certification, on a un canal dédié où pendant qu'on code, on s'arrête. Et pour implémenter une branche technique, on dit je vais redemander au métier en direct avec des interlocuteurs comment ça s'appelle, à quoi ça répond, quel est le client final sur ce bloc de code à qui ça répond. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça encore la difficulté, c'est de changer, de plus passer dans l'approche je sais, je réalise, je sais faire et je sais répondre à ton problème. C'est quel est ton problème, reposer les questions, reformuler et du coup l'intégrer dans le code. Voilà. Donc, voilà. C'est effectivement un petit changement de mindset. Et justement, ce changement de mindset, il va s'opérer aussi au niveau de l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà identifié, d'après votre expérience, ce que vous avez vécu, des entreprises dans lesquelles on se dit, bon, ça va être assez fluide, ça va prendre le temps que ça va prendre, parce qu'une transformation ne se fait pas en 1 an ou en 2 jours. Mais est-ce qu'il y a des types d'organisations dans lesquelles ça va être plus simple à mettre en place que d'autres? Claire? Ouais, du coup, je repartirai sur tout doit partir du haut et des leaders. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que tout en haut, le top management se dit que c'est une bonne transfo ou est-ce qu'il y va à reculons? Parce que comme il faut justement, on s'est dit, on va faire bouger les différents départements, tout le monde va devoir travailler ensemble. Si
le top management n'est pas convaincu et qu'après, même les autres départements, il y a des résistances dedans, ça va être très dur de faire une transformation avec une partie des ventes debout et qui, globalement, vont essayer de ne pas faire avancer la transfo. Ce qui tend à dire que c'est de temps en temps plus simple sur une startup juste parce qu'il y a moins de monde. Pas parce que la startup est plus agile, mais juste parce que comme ils sont moins, bah, c'est plus facile de faire une transpo de 10 personnes qui sont chacun un département à eux tout seuls que de faire une transpose de 3 000, 10 000, 15 000 personnes. Donc souvent, ça va être plus simple. Il y a même des startups qui se créent directement en approche produit. Les fonds d'investissement vont aller le pousser. Sur tout ce qui est les grands groupes, toute la question va être, si on se dit qu'on va changer tout le groupe, où sont les équipes qui sont assez motrices et quelles sont les équipes qui sont déjà des tractrices. Et selon ces équipes-là et le type de boîte, ça peut fonctionner. Je vous donne un exemple. Je suis une entreprise qui a une culture sales-led. L'équipe sales est contre la transfo. Globalement, ça va être compliqué parce que ça veut dire que toute la boîte repose sur du chiffre d'affaires apporté par des personnes qui ne veulent pas changer. Donc, au moindre problème dans la transfo, on va revenir à l'origine du chiffre d'affaires et on va remettre en cause la pertinence de la transformation versus d'autres entreprises où, par exemple, on va être déjà plus attiré sur tout ce qui est marketing et client. Et dans ce cas-là, on a un terreau beaucoup plus fertile à la transformation parce que c'est déjà des choses qui sont prises en compte dans d'autres équipes. Si je peux compléter, je suis complètement d'accord aussi avec tes mots, Claire. Et pour te donner un exemple, ma première expérience professionnelle, j'étais dans une grosse PME qui avait du coup une cinquantaine de développeurs et il y avait un côté MOA au départ. Et oui, c'est un peu l'ancêtre, on va dire, si je prends avec des gros guillemets, d'une approche presque produit, en tout cas d'une analyse utilisateur, on va dire. Et dans cette société-là, je rejoins totalement Claire parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau directeur de développement ou directrice développement, il y en avait toujours un qui parlait d'agilité à un moment donné. Et c'est très drôle parce qu'on disait, bah, du moment où on entendait le mot agilité, la personne avait 6 mois pour plus ou moins partir. Et alors c'est drôle, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, c'était assez particulier parce qu'à chaque fois, et je crois que j'ai connu 4 directeurs ou directrices de développement et à chaque fois qu'il y a eu le terme agilité, ça s'est révélé 6 mois après, la personne partait. Et donc c'est pour ça que je donne cet exemple. C'est pour encore plus illuminer ce que tu as dit, Claire, c'est que si même l'équipe développement, même le directeur, même la directrice le veut, si la société n'est pas dans ce mindset, n'a pas compris pourquoi faire ça, ça ne va pas marcher. Et comment ça s'est mis en place chez Pix, justement, cette approche produit Alors c'est très drôle parce que c'est l'exemple que donnait Claire tout à l'heure, c'était que du moment où la structure est née, on était dans un principe de design thinking. C'est-à-dire que même pour valider la mission de Pix, pour valider notre stratégie d'entreprise, on a démarré par faire des entretiens utilisateurs, par faire du design thinking. On a commencé avec des développeurs à développer des petites briques, à apprendre, à revenir, à itérer. Alors moi, je suis arrivée, on était une trentaine. Au départ, on avait, je crois qu'on était une dizaine de développeurs et il y avait quelques PO, mais on avait toujours cette envie d'itérer, de tester, de switcher. Et ça nous a fait grandir là, côté développement, 40 personnes, une quinzaine de personnes côté produit, avec une vraie philosophie. Vraiment, je parle de philosophie parce que c'est ancré en nous tous et comme le disait très bien Stéphane, même côté métier, déploiement, marketing. Et je pense que c'est grâce à ça, je vais dire ces mots comme ça. C'est grâce à ça que Pix en est là où on est. Parce qu'on a réussi à suivre des courants, à valider des hypothèses. On s'est trompé, on a eu des moments d'échec où on a dû supprimer du code. Hein. Oui, ça fait mal, supprimer 6 mois de code, ça arrive. Mais on a toujours appris et je suis certaine que c'est grâce à cette approche. OK. Et dans les grandes entreprises où il y a une hiérarchie un petit peu plus rigide, on va dire. Peut-être toi, Claire, dans ton expérience d'accompagnement aussi de grands groupes, tu as pu rencontrer, ces typologies, en fait, d'organisation? Chez Docapos, par exemple, où j'ai accompagné 4 business units, donc on part toujours du directeur qui dit « Ok, j'ai envie de passer sur cette approche produit », soit parce qu'il l'a déjà vu, soit ça égrène. Donc, il y a une première business unit qui l'a fait, et là, dans ce cas-là, il y a la deuxième, puis la troisième qui dit « Ça a l'air de fonctionner, j'aimerais bien répliquer ce même fonctionnement chez moi ». Et on va reprendre l'approche par petits pas. Donc, se dire « Ok,
La première chose à mettre en place, c'est peut-être l'analytics, parce que l'avantage, c'est que c'est pure texte, ça se plug, c'est invisible pour l'utilisateur. Donc, ça ne demande pas d'activer cette chaîne pour parler à l'utilisateur d'une dizaine de validateurs qui doivent valider que c'est le bon utilisateur, qu'il est de bonne humeur, que le questionnaire est correct, etc. Et de commencer à montrer avec les statistiques, de dire, regardez dans le produit, il y a des bouts qui fonctionnent super bien, il y a des bouts qui ne le savaient pas, est-ce que vous le saviez? Et dès qu'on commence à apporter justement cet apprentissage, là, on parle d'impact. On dit, il y a peut-être tout un pan du produit qui n'a pas l'impact attendu. Est-ce que c'est dans la stratégie ou pas? Est-ce qu'on n'irait pas essayer de l'améliorer? Et donc, si on se dit, par exemple, il y a un usage trop faible, on se dit, dans 3 mois, notre objectif, c'est d'améliorer l'usage là-dessus. Et donc, petit à petit, et peut-être que c'est un projet au début qui dure 3 mois, mais petit à petit, on va commencer à amener cette notion d'impact, montrer les bénéfices, et la transformation va plutôt se faire de cet angle-là au fur et à mesure que d'arriver, moi en tout cas, ce que j'aime pas du tout, c'est l'arrivée où je dis, ok, on va faire un playbook, voilà les bonnes pratiques, je vais former tout le monde et à partir de maintenant, tout le monde change sa manière de travailler, sa manière de spéquer, etc. On parle beaucoup de process, mais assez peu des bénéfices de l'approche produit. Et c'est pour moi le truc qui échoue la plupart du temps, puisqu'on a juste changé des process. Ouais. Donc là, effectivement, tu parles d'un type d'organisation, en tout cas d'organisation qui ça fonctionne pas. Donc en tout cas, c'est pas la bonne manière de faire. Est-ce que toi, Stéphane, tu as des exemples justement d'équipes ou d'organisations où on a essayé mais on n'y est pas vraiment arrivé, où ça a été compliqué? Alors, un échec de mise en place, je ne l'ai pas vécu. Par contre, j'ai ressenti, donc c'est forcément un ressenti personnel, j'en ai discuté avec d'autres, donc il est un peu partagé, un échec d'exécution. Là où je m'explique, c'est que l'approche produit, quand même, comme elle est tournée forcément autour de la production de valeur, et en particulier sur les axes stratégiques du moment, même j'étais dans ma précédente entreprise, j'étais dans un mindset approche produit qui venait vraiment là pour le coup du top management. Tout le monde était embarqué, l'entreprise savait comment ça fonctionnait à toutes les échelles. La problématique, c'est que, par exemple, moi, j'étais sur un produit qui était plutôt le produit un peu, vous savez, vache à lait, celui qui est là depuis le début de la société, qui tourne, et du coup, en fait, qui fait pas forcément partie trop des axes stratégiques qui, quand même, visent à apporter plus de valeur. On était plus sur un produit à consolider. Et là où je voyais un peu des grosses difficultés, c'est qu'on avait beau être dans un mindset approche produit, donc on pouvait parler au métier, on pouvait, comme derrière, certains éléments d'évolution n'étaient pas forcément dans les objectifs stratégiques de développement de l'entreprise, ça a échoué un peu parce que derrière, si, comme tu disais, hein, s'il n'y a pas le suivi côté management stratégique, c'est-à-dire que le produit il tourne, vous le maintenez, on n'est plus trop. Vous faites de l'approche produit, mais on vous donne pas trop la priorité là-dessus. On a d'autres axes où justement on y met. Le CTO, pareil. Côté CTO, oui, c'est bien. Tu as des super idées pour apporter plus de valeur, mais je vais pas te suivre parce qu'il faut mettre le budget autre part sur les axes stratégiques. Et là, tu dis, mais je suis dans ton approche produit, mais tu m'empêches d'aller plus loin. Et pareil, au niveau opérationnel, des fois, du coup, on se retrouve aussi sur des strates où le projet est établi. Il y a des gens qui ont une énorme connaissance. Et du coup, on est justement plus trop dans l'autonomie de proposer des nouvelles choses, d'itérer, d'avoir des nouvelles idées, d'innovation. On est des fois sur un management opérationnel qui va un peu faire office de représentation et du coup qui va aussi casser en fait le mindset parce qu'on peut apporter des nouvelles idées, mais si elles ne sont pas portées par les différentes couches tactiques, stratégiques, opérationnelles en termes de management, moi je l'ai vécu comme un échec parce qu'on avait de très bonnes idées, les équipes, les métiers étaient avec nous, mais au final ça aboutit pas. Mais alors moi, ce qui me fait penser à un méga échec, c'est-à-dire que j'ai vu une boîte qui s'était dit, je vais passer de projet à produit, mais qui avait un fonctionnement où il y avait besoin de deadline souvent c'est du client grand compte, où du coup il faut quand même atteindre la deadline parce que derrière il y a un client, c'est contractuel, il y a un engagement. Et l'équipe s'était dit, tiens, en produit, on me promet que je vais le faire de manière incrémentale. Donc c'est parti. Et en fait, la surcouche de réunion de temps en temps de discovery sur des sujets qui n'avaient pas besoin de discovery, parce que nous ne mentons pas, il y a des sujets sur lesquels on sait exactement ce qu'on doit faire et le cadre est assez clair.
la surcouche de rajouter tout le monde qui travaille ensemble, ça leur a fait perdre en vélocité. Et comme pour le coup, ils étaient dans un cadre clair et contractuel, cette approche produit, elle n'a pas du tout porté ses fruits, voire pire, elle leur a fait louper des deadlines parce qu'ils ont été de plus en plus lents. Et donc, il y a une vraie discussion de ce qu'on veut continuer ou pas. Et le choix, et pour moi, c'était un bon choix, ça a été de dire, en fait, non, nous, aujourd'hui, on fonctionne en mode projet. Nos clients nous attendent sur du projet. Notre pricing, c'est du projet, puisqu'on facture au fait qu'on est livré à une certaine deadline du spécifique. Donc, à partir du moment où on est dans ce modèle-là, essayer de mettre une surcouche produit et de faire semblant que les équipes peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'on est agile et qu'ils pourront peut-être rechanger le scope, parce qu'il y a quand même souvent ce sujet-là, c'était pas correct et c'était pas vrai par rapport à la manière de bosser de l'entreprise. Et donc, malheureusement, ça, c'est une transfo qui s'est mal finie, même en termes de chiffre d'affaires et de perte de clients. Oui, je pense que tu as dit un truc très intéressant, faire semblant. Et beaucoup font semblant. Tu voulais rebondir, Estelle? Oui, ça me faisait rebondir. Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que je pense aussi que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que même si on a des deadlines, même si au final on a un produit qui se vend plutôt que par déploiement et par spécification avec des éléments à faire pour un client donné, je pense qu'on peut quand même garder une philosophie proche de ça. Je dis pas qu'on peut coller au plus et avoir du coup une roadmap mouvante. Non, en effet, ça ne sera pas le cas. Par contre, je pense qu'on peut garder un objectif de répondre à la deadline dans le temps, mais garder ce mindset de allons quand même rencontrer les utilisateurs, allons faire le minimum au départ pour rentrer dans la deadline et après on va tester, on voit qu'est-ce qui marche pas. Je pense que l'entre-deux est possible aussi parce que, comme tu le disais très bien, appliquer une méthodologie avec tous ses pans et toutes ses facettes d'un coup, à être autant dogmatique, c'est pas bon parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui en effet est intéressant à mettre en place pour ses besoins. Et on le voit aussi avec l'agilité, hein, ceux qui font du 100% Scrum et qui au final ne prennent aucun retour du poker planning ou de l'estimation qui est fait, qui prend des jours et des jours alors qu'au final on s'en sert pas du tout et qu'il n'y a aucun intérêt. Enfin, il y a des exemples, beaucoup d'exemples sur ça. Donc, je pense qu'en effet, c'est nuancé et on peut peut-être aussi imaginer que on peut garder une approche produit même si elle n'est pas à 100% dans l'agilité, dans la remise en compte des process totalement. Tout à fait. Alors, on voit justement qu'il y a une question de maturité des organisations et des équipes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de déterminant. Et justement, est-ce que vous avez identifié des signes qui nous alertent sur le fait que là, on va être prêt à passer à un cran au-dessus, selon vous, que ce soit dans des organisations ou dans des équipes? Quels sont les signes selon vous? Estelle, tu veux commencer? Je pense que ce que Claire a dit, c'est le terme impact. Pour moi, il est essentiel. Quand je recrute des PO ou même des développeurs, j'entends parler beaucoup plus de valeur, j'entends parler beaucoup plus d'impact utilisateur. J'ai l'impression que notre société cherche aussi à faire des outils qui apportent quelque chose. On est moins dans délivrer simplement un outil numérique, on est vraiment sur développer et apporter une expérience nouvelle. Et je pense que ça va aider. Et pour te répondre, je pense que c'est ça qui fait qu'on est en train de changer. Ok. Et ça correspond d'ailleurs à la première question que je pose au DG. Moi, une des premières choses que j'essaye de savoir, c'est si demain, au lieu de livrer tout ce qu'il y a dans la roadmap, je te livre une seule chose par trimestre. Mais cette chose, elle est nickel. Nickel, bonne adoption, utilisateur content. Est-ce que tu es prêt ou pas à faire ce changement? Et on voit très vite, je trouve, du coup, ceux qui se disent, bah oui, mais si le truc est nickel et que chaque trimestre, je peux dire, même sur du grand compte à mes clients, voilà ce qui a bougé, je signe et ça me va. Versus ceux qui se disent, ah oui, mais attends, parce que moi, j'ai plein d'idées que j'aimerais quand même bien toutes les faire. Et donc, j'ai besoin d'une équipe hyper efficace et que j'assigne à droite, à gauche sur une idée et pas un problème. Et donc ça, souvent, c'est la première question que je pose pour me dire est-ce que ça peut fonctionner ou pas. Et donc, passer de cette culture du volume à celle de l'impact, c'est la première chose avec ce que tu disais aussi tout à l'heure sur est-ce que la donnée est valorisée. Et donc, si quand une décision est prise, je viens dire, ah, au fait, moi, j'ai vu
chose dans les données ou côté utilisateur? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que la personne est prête à se dire oui, je veux bien en discuter et voilà pourquoi je ne lis pas la donnée de la même manière ou ce genre de choses versus ah non, non, mais moi hier j'ai parlé avec tel, porte fermée, c'est la référence. Je dirais que c'est 2 premiers indicateurs qui vont permettre de se dire est-ce que l'entreprise est prête à mettre en place des premières étapes? OK. Et toi, est-ce que tu as eu un déclic, Stéphane? Sur, «Ah bah là, il faut qu'on change, on est prêt à passer à une autre manière de travailler»? Alors déjà le déclic, il vient quand, certaines bases qui sont devenues monnaie courante, en particulier sur, des valeurs agiles, sur aussi tout ce qui va être, des bonnes pratiques de code bien testées et cetera. Par exemple, je trouve dans l'approche produit, comme ça va très, très vite, ça itère très, très vite, bon, bah et qu'on n'a pas, ces cahiers des charges qui font, 8 kilomètres, et bah, des fois on n'a pas le temps, de faire aussi bien la documentation. Ça veut pas dire qu'on la fait pas, mais ça veut dire que, elle est, moins développée sous 36 pages, disponibles pendant 10 ans et donc forcément, ça demande déjà une rigueur et une rigueur, professionnelle en termes d'opérationnel, donc TDD, agilité et cetera et une fois que ça, c'est bien fait, là où je vois vraiment le déclic, c'est, et ce qui est intéressant, c'est que là, dans l'équipe certification, franchement, je le vois tous les jours et ça me plaît. C'est, quand on met en place quelque chose, outre ces pratiques déjà acquises, on commence à se dire: «Tiens, c'est cet élément-là, ce nom-là, pourquoi il a ce nom-là? Ah bah tiens, à qui a la réponse?» C'est pas la PO, même si on va demander souvent à notre PO, qu'on adore, mais des fois on se dit: «Bah non, on va aller demander au métier» ou alors mieux encore aussi, la PO elle dit: «Je sais pas, métier, on va voir le métier». Là, il y a un déclic parce qu'on dit déjà on s'est demandé à quoi servait ce nom-là, est-ce qu'il est encore utile? Et on va aussi aller plus loin, c'est on va se dire: «Bah tiens, très bien, OK, il a servi à ça», donc on va chercher l'histoire, on va discuter parce que l'histoire vient des gens. Donc déjà on est dans une bonne approche, on est dans un déclic, on n'est pas forcément dans l'approche produit, mais il y a déjà une grande synergie. Et là, on se dit, eh ben, on va aller chercher, comme tu disais, les datas. Est-ce que c'est encore utilisé? À quoi ça sert? À quelle volumétrie? Est-ce que finalement ça répond encore? Et moi, je trouve que dès qu'on commence à se dire, OK, je vois ça, j'ai même l'historique, mais là, on en vient à se dire, est-ce que ça sert encore? Est-ce que le besoin est encore là? Et voire même, est-ce qu'on peut le changer? Des fois, on va voir le métier, on se dit, avant de le changer, est-ce que si on le changeait, ça répondait à votre nouvelle façon de travailler, qui n'ose même pas encore communiquer, bah là, on est dans un déclic parce qu'en fait, on en revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, où les devs, ils changent de mindset, ils re-challengent déjà leur solution qui est pourtant bien codée, bien testée, pour se dire, bah non, est-ce que ça sert encore et à qui on va le demander? En fait, on va le demander à la personne directement concernée, si possible le client. Souvent, quand même, ça reste côté produit et métier. Et des fois, en fait, nous, on a déjà eu des gens, je crois que c'était un lycée, il y a 2 mois, on avait un problème et en fait on a directement fait une conversation sur Meet pardon, ou Teams, je ne sais plus quel outil on avait utilisé, mais pour parler à l'usager directement en fait. Et là c'est génial. Et là c'est le déclic parce que les gens sont prêts à y aller et surtout les gens veulent aller à ces réunions-là et quand je dis les gens, je parle des équipes de développement. Et tu vois, d'ailleurs, tu parlais de la transformation des équipes techniques. Effectivement, j'ai aussi un parcours ingénieur, je vois qu'on est beaucoup autour de la table. C'est des équipes qui vont être appelées à résoudre des problèmes, mais je trouve que c'est aussi des équipes dans lesquelles on a beaucoup développé le sens critique. Et donc, c'est souvent plus simple, une fois qu'on a justement mis en place cette première graine, de dire, bah, en fait, le sens critique, il n'y a pas juste sur la structure, l'architecture du code, etc. Il y a aussi à quoi ça sert, pourquoi, comment. C'est une culture qui n'a pas du tout peur du pourquoi et du challenge. Et donc, pour le coup, par rapport à d'autres cultures où on peut se dire, bah, en fait, on essaye toujours d'arrondir les angles et donc on ne va pas trop aller pousser, j'ai l'impression qu'il y a un terreau assez fertile dans les équipes techniques sur tiens, ça, je ne comprends pas, je le challenge, explique-moi. Et qui fait qu'une fois que tu as cette première bille qui est nommée, tu peux assez facilement faire bouger les gens. C'est une bonne première piste pour effectivement amorcer le changement. Justement pour terminer, est-ce que vous avez, un conseil à donner, pour amorcer cette transformation, pour amorcer ce changement de culture, dans les équipes et dans l'organisation? Côté tech, je dirais, ne pas aller à toutes ces réunions, stratégiques, démonstration du besoin, démonstration des fonctionnalités des autres, et casser aussi au maximum, certains silos, certaines spécialités,
Je parle notamment, par exemple, avec des équipes beaucoup plus transverses, les ops, la data, et donc y compris sur des équipes plus feature, comme la mienne, par exemple, se dire ça, c'est des faux silos. Il faut aller faire cette collaboration. Et aussi, quand on a des questions à poser, avoir ce déclic du sens critique qui est, en fait, on va aller voir les gens et on va pas avoir peur de poser les questions pour avoir nos réponses. Voilà, et exercer le fameux sens critique. Ok, merci. Estelle, tu veux compléter? Allez, je trouve qu'on a quand même bien résumé l'approche produit. Pour moi, il y avait 3 grands pans. Il y avait la partie organisationnelle, on en a parlé. Il y avait la partie process, il y a la partie mindset. Mais je pense qu'en effet qu'il y a une question à se poser, pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être pas encore passé ou qui sont à moitié en train de passer cette transformation, c'est que livrer, c'est bien, mais apporter de la valeur en continu, c'est beaucoup mieux. Et si vous avez encore des doutes après nous avoir écoutés, n'hésitez pas à continuer à vous intéresser sur ce sujet. Il y a plein d'équipes qui partagent des retours d'expérience sur comment avoir mis en place cette approche, cette culture. J'ai donné une conférence avec Yvonique que je salue sur la recette parfaite de l'équipe et on en parle beaucoup. Donc, si vous avez envie de voir comment ça s'inscrit dans les équipes, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais voilà, pour moi, la question, elle est là, elle réside dans ça apporter de la valeur en continu. Merci. Et peut-être du coup, effectivement, mon conseil, ça aurait été de parler à des pairs qui sont dans des boîtes similaires et comprendre ce qu'ils ont mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et peut-être de choisir une chose pour commencer à tester une chose et se dire, ah bah tiens, j'ai parlé avec 2-3 personnes, il y a des choses qui me paraissent plus prometteuses que d'autres. Si possible, ne pas le faire tout seul. Quand je dis aller parler, c'est typiquement produit plus tech à minima, plus autant que personne que possible et se dire, bah, voilà les différentes choses que différentes boîtes similaires ont mis en place. Et si on en testait une, qu'est-ce que ce serait? Et on se donne 1 ou 2 mois et on mesure et on se dit, est-ce que ça nous a plu ou pas? Et du coup, on va commencer à apporter cette notion d'agilité, de mesure, etc. via une première étape qu'on met en place. Et ça, souvent, je trouve que ça aide aussi à fluidifier et à démystifier cette transformation de but en blanc. Et donc, c'est une petite montagne à passer, comme pour reprendre l'allégorie du début de podcast. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils avec lesquels je suis totalement en phase. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Merci Estelle, merci Claire, merci Stéphane. On vous donne rendez-vous pour le prochain podcast très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.